What I love about the show is that you bring in your family, you bring in your friends, you bring in like the team, the crew, you make them part of the show. That was very important to me. Je l'ai pressenti dès les premières nouvelles concernant le dernier projet de Meghan. Il ne s'agissait pas d'un petit projet qui ferait rapidement le tour des médias avant de disparaître. Non, c'était un défi direct non seulement à l'institution dont je fais partie, mais à tout ce que le titre de royal est censé représenter. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la facilité avec laquelle son équipe a présenté le projet comme un prolongement naturel de son identité, comme s'il était parfaitement logique que quelqu'un qui avait abdiqué de son rôle officiel tente à présent de se réapproprier l'aura majestueuse de la couronne. Et même si j'avais essayé pendant des années d'ignorer le tumulte autour de ses choix, cette fois c'était différent. Cette fois j'ai compris l'enjeu. Ce n'était plus une initiative personnelle, mais une menace structurelle pour un héritage patiemment construit au fil des générations. Comment aurais-je pu détourner le regard ? Ce qui me frustrait le plus, c'était la clarté de ce schéma. Chaque projet, chaque collaboration, chaque campagne publicitaire semblait d'une manière ou d'une autre liée à l'image royale qu'elle avait jadis acquise, puis consciemment abandonnée. C'était comme si le titre qu'elle n'était plus censée porter lui était resté en réserve tel un outil marketing. Et quel impact cela a-t-il sur une institution qui repose sur la tradition, la réputation et un équilibre subtil des rôles ? Si tous ceux qui ont un jour fait partie de la famille sont libres d'utiliser cette image à des fins commerciales ou tracer la limite, que signifie encore la royauté ? Voilà les questions que je me posais, tandis que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Ce n'était pas un hasard si les journaux parlaient de gros titres nationaux et de transformation de l'image publique de la monarchie. C'était précisément ce qui m'inquiétait depuis longtemps. Une monarchie ne peut survivre que si la distinction entre ceux qui en font partie et ceux qui n'en font pas partie est claire. Or, des projets comme celui-ci brouillaient cette frontière. Et si certains conseillers me suggéraient de ne pas trop m'inquiéter, je pensais le contraire. Cette affaire risquait de prendre des proportions bien plus importantes qu'une simple polémique passagère. Il s'agissait d'influence de perception d'association avec le public. Et Meghan a su tirer profit de cette situation avec brio. Elle savait exactement quels leviers actionner, quelles images activer dans l'esprit de millions de personnes. À cet égard, elle avait pleinement exploité les avantages des médias modernes. Ce qui m'a également frappé et franchement profondément troublé, c'est la rapidité avec laquelle ce projet a été associé par les fans comme par les critiques à des thèmes n'ayant rien à voir avec les affaires, mais tout à voir avec l'identité et le pouvoir. J'avais beau essayer de prendre du recul, il m'était impossible de nier que mon nom, mon avenir et la stabilité de la couronne étaient constamment intégrés à leur discours. Et je me suis demandé combien de temps une institution peut-elle survivre lorsque des personnes extérieures dictent la signification de nos titres, si nous ne protégeons pas nous-mêmes ce qu'est un membre de la famille royale qui le fera. Est-il si étrange dès lors que j'ai senti que ce moment pouvait être un tournant décisif ? Après des années de silence diplomatique, j'ai réalisé que j'avais perdu mon sang-froid. Je ne pouvais plus prétendre que la construction d'un empire médiatique personnel n'avait aucun impact sur la perception générale de la monarchie. Il ne s'agissait pas de sa personnalité ni de ses choix individuels, mais du simple fait qu'elle utilisait sans cesse l'association avec Sussex et la royauté comme tremplin vers des tribunes des contrats et l'attention du public. J'ai entendu des analystes parler de « esprit d'entreprise intelligent », mais j'y voyais autre chose, une érosion insidieuse du concept même de royauté. Car lorsqu'un titre peut être utilisé comme une marque, non seulement sa signification se modifie, mais les fondements mêmes de notre institution sont bouleversés. Le plus frustrant était de voir la situation se répéter. Depuis des siècles, la monarchie britannique doit faire face à des défis extérieurs, des guerres, aux bouleversements politiques, des scandales publics, aux crises financières. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était plus subtil, plus moderne, presque intangible. Il ne s'agissait pas de menaces physiques ni d'attaques institutionnelles, mais de contrôle du récit de construction de l'image. La bataille ne se déroulait pas sur les champs de bataille, mais sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télévision, les documentaires et les podcasts. Comment une institution séculaire peut-elle réagir sans perdre sa dignité ? Comment protéger la tradition dans un monde régi par les tendances et les algorithmes ? Je savais que beaucoup pensaient que notre famille devait simplement évoluer avec son temps, mais et si évoluer avec son temps signifiait se dissoudre, et si la modernisation menaçait de se transformer en renoncement à soi-même, une monarchie doit-elle changer bien sûr. Mais ce changement doit-il se produire à tout prix, même au risque de perdre son identité propre? C'est la question qui me hantait. Et ce qui rendait le projet de Meghan si dangereux, c'était qu'il créait l'illusion que la royauté se résumait à l'attention à l'influence et au marketing. Alors qu'en réalité, elle est synonyme de service de stabilité, d'équité et de continuité. En examinant les premières analyses de mon équipe, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple tempête passagère. Les risques étaient réels, les conséquences potentiellement désastreuses. Face à la pression croissante, j'ai ressenti un changement en moi.
Non pas par colère, mais par sens des responsabilités. Si je veux un jour diriger, je dois savoir quand intervenir, fixer des limites, redéfinir les frontières de l'institution avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à notre place. Et c'est là, dès les premiers jours de la controverse, que j'ai compris, il ne s'agissait pas seulement d'une bataille pour la réputation, mais d'une bataille pour le sens. Que signifie être royal aujourd'hui ? Quelle valeur a un titre si chacun peut se l'approprier comme une marque ? Et plus troublant encore, qu'advient-il d'une institution qui a traversé les siècles lorsqu'elle perd son identité, non pas à cause de la guerre ou de la politique, mais à cause du marketing ? Ces questions résonnaient sans cesse en moi comme un écho intérieur. Elles ont posé les fondements de tout ce qui a suivi. Et elles m'ont finalement contrainte à choisir une voie qui m'opposait frontalement à des personnes qui avaient jadis fait partie de notre famille, mais qui poursuivaient désormais une cause diamétralement opposée aux valeurs que la royauté devrait incarner. Ce n'est que lorsque mon père et moi nous sommes de nouveau assis ensemble que j'ai pris conscience, à ma grande douleur, que nos visions de la monarchie n'étaient pas simplement différentes, elles s'opposaient frontalement. Pendant des années, j'avais toujours cru que ces divergences pourraient être surmontées, que nous finirions par avancer dans la même direction comme il se doit pour une dynastie qui a perduré pendant des générations. Mais durant cette période, alors que la pression autour du nouveau projet de Meghan montait en flèche, telle une tempête imprévisible, j'ai compris que le fossé entre nous n'était pas un malentendu. C'était un fossé idéologique fondamental. Et je le ressentais plus profondément que je n'osais l'admettre. Mon père croit en la douceur, non pas comme une faiblesse, mais comme un principe. Il a été élevé avec la conviction que les liens familiaux priment, que les conflits peuvent se résoudre par le dialogue, la compréhension et le temps. J'ai toujours respecté cette approche, voire même admiré cette approche. Mais lorsque cette même douceur est appliquée à une institution qui repose sur la hiérarchie, la stabilité et la clarté, un vide dangereux se crée. Et c'est précisément ce vide que j'ai vu se dessiner. Car tandis que lui voyait l'être humain dans chaque discussion, je ne voyais que les conséquences pour l'institution. Là où il voyait des émotions, je voyais des risques. Là où il voyait des problèmes qui pouvaient se régler autour d'une table avec un thé, je voyais des menaces structurelles qui exigeaient de la discipline. Je me sentais de plus en plus frustré lorsqu'il décrivait la situation de Meghan et Harry comme une famille qui avait besoin de temps pour se reconstruire. Pour lui, il s'agissait de susceptibilités blessées, de tensions interpersonnelles, de malentendus qui pouvaient être apaisés par une communication ouverte. Mais je voyais autre chose. Je voyais comment des choix personnels, des interviews isolées et une avalanche d'apparitions médiatiques à travers le monde créaient une image en totale contradiction avec les fondements mêmes de la couronne. Jusqu'où faut-il aller avant de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une thérapie personnelle, mais de protection institutionnelle ? Comment lui faire comprendre que sa bienveillance aussi sincère soit-elle rendait la couronne plus vulnérable à long terme ? Le moment le plus difficile est survenu lors d'une discussion privée concernant la menace que représentait la nouvelle entreprise de Meghan. J'ai tenté d'expliquer que ce projet aussi anodin qu'il paraisse en apparence n'était qu'un signe parmi d'autres, que les limites de l'image de la famille royale étaient sans cesse repoussées, que nous ne pouvions plus nous permettre d'attendre. Mais il a simplement soupiré, m'a regardé d'un air à la fois las et indulgent et a dit « Nous devons d'abord comprendre pourquoi elle se sent ainsi. Comprendre pourquoi elle se sent ainsi. Combien de fois avions-nous essayé ? Quelle énergie avions-nous dépensée en conversations, réunions, médiations et tentatives d'empathie ? Où se situait la frontière entre compassion et naïveté ? J'ai tiré une leçon importante de ces conversations. Mon père règne en s'appuyant sur le passé, tandis que je suis contraint de me tourner vers l'avenir. Il s'appuie sur des traditions forgées à une époque où la monarchie jouissait d'une autorité incontestable. Quand les conflits familiaux restaient privés, quand les médias étaient indociles, quand les titres avaient plus de valeur que les algorithmes. Mais je vis à une époque où une interview, une publication sur les réseaux sociaux, une transaction commerciale peuvent déclencher un bouleversement mondial. Jusqu'où une monarchie peut-elle aller avant que l'autorité qu'elle a bâtie au fil des siècles ne s'effondre sous la pression des intérêts commerciaux internationaux ? Nos discussions s'enlisèrent de plus en plus dans une série de disputes répétitives. Il voyait Meghan comme quelqu'un cherchant à s'intégrer à la famille. Je voyais quelqu'un qui utilisait son titre pour promouvoir son image. Il la voyait comme une personne blessée. Je la voyais comme un facteur de confusion quant à la signification même de la royauté. Et à chaque conversation, je ressentais le poids de la responsabilité en tant que futur roi. Je ne pouvais pas me permettre de détourner le regard. Jusqu'où une couronne peut-elle aller avant de perdre sa forme ? Il y a une conversation qui m'a particulièrement marqué, non pas pour ce qui a été dit, mais pour ce qui n'a pas été dit. Nous étions côte à côte dans une pièce remplie de documents, de lettres et de rapports. Mon père posa la main sur un dossier concernant les conséquences potentielles de l'exploitation commerciale des titres royaux. Il le feuilleta avec une résignation presque triste, comme s'il savait que j'avais raison, mais qu'il restait prisonnier de ses propres convictions, comme s'il réalisait que sa bienveillance avait peut-être permis l'apparition de failles désormais impossibles à combler.
Je me demandais si son désir d'harmonie n'était pas paradoxalement la cause même des troubles qui menaçaient désormais de dégénérer. Et surtout comment lui faire comprendre que certaines situations ne se règlent pas par la conversation, mais par l'établissement de limites claires. Est-il vraiment cruel de fixer une limite qui protège l'institution, ou est-il cruel de ne pas le faire? J'ai vu la lassitude dans ses yeux, le fardeau d'un monarque qui avait attendu toute sa vie un rôle qu'il devait désormais concilier avec des conflits inédits pour sa génération. Il aspirait à la paix, mais moi je voulais survivre, pour la monarchie, pour mes enfants, pour un avenir qui ne serait pas déterminé par des projets commerciaux arbitraires. C'est précisément dans ce fossé grandissant que j'ai compris que la monarchie n'était pas seulement menacée par un entrepreneur jouissant d'une popularité mondiale, mais aussi par une lutte interne entre traditions et réformes nécessaires. Une lutte qui exigeait un leadership non seulement bienveillant, mais aussi clair et décisif. Et je savais que nous ne pouvions pas laisser cela continuer. Je me demandais de plus en plus à quel moment un titre devient-il un symbole dénué de valeur, quand un système censé garantir la stabilité se transforme-t-il en une scène où quiconque bénéficie d'une forte médiatisation peut être couronné. Je sentais les failles de la vieille structure protectrice de la monarchie apparaître, non pas à cause d'une rébellion interne, mais à cause de la normalisation silencieuse et persistante de l'idée qu'on peut être de sang royal sans assumer les responsabilités royales, qu'on peut conserver les privilèges sans emporter les charges, qu'on peut choisir la scène avant tout et se soustraire à la servitude. Comment pouvais-je laisser l'essence même de la couronne se diluer en un simple instrument au service d'ambitions personnelles? Il devenait de plus en plus évident que beaucoup au pays comme à l'étranger commençaient à considérer la royauté comme un privilège qu'on peut emporter avec soi une fois parti. Une sorte de titre honorifique, une carte de visite sociale, un atout marketing. Et c'est peut-être compréhensible dans un monde où tout tourne autour de la visibilité de l'influence et de l'image de marque. Mais mon rôle, ma responsabilité n'est pas de cautionner cette logique. Mon rôle, c'est de préserver, de protéger. Et un titre utilisé partout dans le monde comme s'il s'agissait d'un label de luxe finira tôt ou tard par perdre de son pouvoir. Ce pouvoir doit rester exclusif, sinon il ne restera rien de l'institution qui m'a été confiée. C'est pourquoi j'ai commencé à m'inquiéter du fait que notre système actuel laissait trop de place à l'interprétation, trop de zones grises, trop d'exceptions susceptibles d'abus. C'était comme si la monarchie avait laissé une porte ouverte permettant à n'importe qui d'entrer sans que personne ne pose de questions. Mon père n'y voyait pas un problème. Il y voyait une forme de paix, de liens familiaux, de pardon. Mais j'y voyais un affaiblissement progressif de la structure qui avait garanti la stabilité du royaume pendant des siècles. Jusqu'où pouvions-nous aller avant que le système ne bascule ? J'ai commencé à analyser les dysfonctionnements, non seulement au sein de notre famille, mais dans le système lui-même. J'ai examiné d'autres monarchies européennes et j'ai constaté des différences intéressantes. Au Danemark, en Suède et aux Pays-Bas, la distinction était nette entre les membres actifs de la famille royale et ceux qui n'avaient pas de fonction officielle. Il n'y avait aucun malentendu quant à savoir qui représentait la monarchie et qui ne la représentait pas. La frontière était claire, précise et compréhensible pour le public. Mais en Grande-Bretagne, notre structure s'était développée et adaptée au fil des siècles sans jamais être véritablement repensée. Les titres étaient tantôt symboliques, tantôt formels, tantôt héréditaires, tantôt liés à une fonction. Tout était confus. Rien d'étonnant à la confusion du public. Qui était réellement un membre de la famille royale? Qui représentait l'institution? Qui en portait la responsabilité et qui ne la détenait que de nom? Cette analyse m'a amené à conclure que la monarchie avait besoin d'une nouvelle clarté, non pas de se durcir, mais de devenir plus compréhensible. Car une institution sans frontières claires est comme un pays sans carte. Chacun se déplace, mais personne ne sait exactement où il se situe. Et c'est précisément pourquoi le concept de « royal » est devenu si malléable que chacun pouvait l'utiliser à sa guise. Que ce soit pour la publicité, le marketing ou des projets personnels, le titre est devenu un outil déconnecté de sa valeur fondamentale. J'ai compris qu'il était temps de redéfinir le concept de royauté, de définir qui fait officiellement partie de la structure qui représente la monarchie et qui n'en fait pas partie, non pas pour exclure qui que ce soit, mais pour assurer la pérennité de l'institution. Ceux qui travaillent pour la couronne, qui servent le pays, qui assument des responsabilités, ce sont eux les membres de la famille royale. Et quiconque se retire consciemment de ce rôle en a le droit, mais non celui de continuer à utiliser le pouvoir symbolique du titre comme s'il était encore détenu par l'institution. Ce fut une décision difficile, non pas tant à cause du contenu, mais à cause des réactions que je redoutais. Comment le public réagirait-il ? Comment la presse internationale l'interpréterait-elle ? Et plus important encore, peut-être comment ma famille l'interpréterait-elle ? Comme une attaque, comme une rupture, comme un manque d'empathie, alors que mon intention était précisément tout autre. Je voulais bâtir des fondations suffisamment solides pour durer des décennies, des fondations qui ne s'effondreraient pas au gré des fluctuations médiatiques.
Ce qui me préoccupait le plus, c'était une question simple. Une monarchie peut-elle être moderne sans se perdre? Peut-elle s'adapter à un monde où l'image personnelle semble primer sur le service public sans que son essence même ne s'en trouve altérée? Cette question m'a tenu éveillé, m'a poussé à aller de l'avant et m'a convaincu qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il fallait tracer une ligne, clairement, définitivement. Et c'était à moi qu'il incombait de le faire. J'ai donc entrepris ce processus, non sans mal, mais avec la détermination nécessaire lorsqu'on prend conscience de sa responsabilité envers quelque chose qui nous dépasse. Il était temps de redéfinir la royauté et par là même de protéger l'avenir de l'institution qui m'avait été confiée. Dès lors que j'ai compris que la monarchie avait besoin de limites claires pour survivre la phase la plus difficile de tout ce processus, a commencé la construction d'un nouveau système. Non pas un simple ajustement ni une refonte superficielle, mais une réforme structurelle qui toucherait en profondeur les fondements de l'institution. Je savais que cela était impossible à faire seul. La monarchie n'est pas qu'une affaire de famille, c'est une institution d'État forte de siècles, de traditions, de protocoles et d'attentes. Et si je voulais vraiment comprendre comment un tel système pouvait être réinventé sans perdre sa légitimité, je devais élargir considérablement ma perspective. Je me suis donc lancé dans une entreprise à la fois audacieuse et nécessaire, constituer une équipe internationale d'experts pour m'aider à élaborer un nouveau cadre royal qui soit non seulement adapté au XXIe siècle, mais aussi capable de résister aux défis des décennies à venir. L'idée m'est venue en observant comment d'autres monarchies avaient abordé leur modernisation. Le Danemark avec ses réformes claires des titres. La Suède qui maintient une distinction stricte entre les membres actifs de la famille royale et ceux qui n'y participent pas. Les Pays-Bas qui ont compris bien plus tôt que la transparence était la seule voie à suivre. Et l'Allemagne où l'ancienne famille royale a su habilement redéfinir le rôle des titres dans la société moderne. Chacune de ces régions avait accompli ce que nous avions trop longtemps repoussé, réinventer la monarchie sans en perdre l'essence. Alors je me suis demandé pourquoi s'accrocher à un système qui s'est affaibli avec le temps. La première étape a consisté à trouver les bonnes personnes. Pas de conseillers, de courts prisonniers des traditions. Pas de personnalité craignant de s'exprimer. J'ai recherché des stratèges, des historiens, des juristes, des psychologues, du comportement des spécialistes de la communication, des personnes capables de penser de manière critique. Je voulais des voix autour de la table qui n'hésiteraient pas à poser les questions que d'autres avaient trop longtemps ignorées. Que signifie juridiquement un titre? Quelle est sa signification symbolique? Combien de personnes devraient avoir un rôle à jouer dans le système? Comment définir le service de manière mesurable? Comment protéger la monarchie de l'exploitation commerciale sans paraître autoritaire? Ces questions ont constitué le socle sur lequel mon équipe a commencé à travailler. Plus nous enquêtions, plus il devenait évident que le modèle britannique était non seulement obsolète, mais aussi inutilement complexe. La distinction entre membres actifs de la famille royale et membres non actifs était à peine compréhensible pour le public. Les règles étaient vagues, les attentes étaient incohérentes. Et c'est précisément ce qui avait engendré la confusion devenue si dangereuse. Même au sein de la famille, les responsabilités de chacun n'étaient pas toujours clairement définies. Devrais-je m'étonner que le public l'ait complètement oublié? C'est pourquoi nous avons commencé par l'essentiel, redéfinir ce qu'est un membre de la famille royale. Non pas en termes émotionnels ou traditionnels, mais selon des cadres institutionnels et mesurables. Un membre de la famille royale sert le pays et non ses propres intérêts. Il ne sert pas une entreprise privée, une marque ou un podcast. Un membre de la famille royale sert la nation, est responsable, agit conformément à un programme officiel et est disposé à participer à la vie publique telle qu'elle a été historiquement façonnée. Ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas participer devaient être de véritables membres de la famille, mais pas de la monarchie active. Aussi simple que cela puisse paraître, c'était révolutionnaire pour un système qui, pendant des siècles, avait fonctionné sur la base d'accords tacites. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience du caractère risqué de cette réforme. Je me posais sans cesse les mêmes questions, le public y verrait-il une innovation ou une mesure brutale? La presse la présenterait-elle comme une étape nécessaire ou comme une tentative de prise de pouvoir? Et surtout, quelle résistance rencontrerais-je au sein même de ma famille? Car il ne s'agissait pas seulement d'un changement de structure, mais d'un changement de mentalité, d'identité de ce que signifie appartenir à la monarchie. Et ce bouleversement ne pouvait être accepté par tous. C'est pourquoi j'ai dû choisir un mécanisme qui ne soit pas perçu comme trop personnel, qui ne repose pas sur des échanges émotionnels, mais qui soit neutre, officiel et juridiquement solide. C'est ainsi que nous sommes parvenus à l'outil le plus ancien et le plus efficace dont dispose la monarchie britannique, les décrets écrits portant le sceau royal. Lettres, documents juridiquement contraignants, archives. La même méthode utilisée depuis des siècles pour attribuer des terres, créer des œuvres de bienfaisance ou instituer des charges nobiliaires. Sa simplicité était sa plus grande force. Une lettre ne laisse aucune place à l'interprétation, ni à la discussion,
ni à la négociation. C'est la loi. Mon équipe a travaillé sur des projets s'appuyant sur des précédents européens. Ces documents devaient définir clairement qui au sein de la monarchie était considéré comme actif, qui pouvait porter un titre, qui pouvait l'utiliser à des fins commerciales et quelles seraient les conséquences d'une infraction. Nous avons élaboré des protocoles stipulant que les titres ne pouvaient être déposés comme marque, une disposition qui s'avérerait cruciale lorsque l'équipe de Meghan a tenté de le faire. Nous avons expliqué qu'un titre ne pouvait servir à dissimuler des intentions commerciales sous couvert d'un service public, que la royauté n'est pas une image mais une fonction, et que les fonctions cessent d'être exercées lorsqu'elles ne le sont plus. Ce plan n'avait rien à voir avec la vengeance, rien à voir avec un conflit personnel. Il était rationnel, stratégique et visait la survie d'une entité bien plus vaste que ses membres. C'était peut-être le plus difficile à l'expliquer, surtout à mon père qui envisage tout sous l'angle des relations humaines. Mais j'ai vu ce qu'il refusait de voir, la monarchie n'est pas une histoire de famille, mais une structure étatique, un fondement qui ne perdure que s'il est fermement protégé. La construction de ce nouveau système m'a parfois procuré un sentiment de solitude, parfois de libération et parfois d'accablement. Mais une pensée m'a toujours guidé: lorsque je deviendrai roi, je veux hériter d'une monarchie claire, stable et pérenne. Non pas d'une institution définie par le nombre de partisans ou par la maîtrise des médias. C'est pourquoi ce système a dû être mis en place. C'est pourquoi ce cadre a dû être établi. Et c'est pourquoi je savais viendrait un moment où ce ne serait plus un modèle théorique, mais une réalité qui changerait la monarchie à jamais. Les limites étaient fixées, les règles étaient écrites. Il me fallait maintenant les appliquer. Ce n'est qu'une fois le nouveau cadre presque finalisé que j'ai commencé à saisir toute l'ampleur de la confrontation avec l'image de marque de Meghan. Non pas comme un conflit entre deux individus, mais comme un choc entre deux mondes, une monarchie qui depuis plus de 1000 ans lutte pour sa survie grâce à la stabilité et à la tradition, et un empire médiatique moderne guidé par le marketing personnel, le commerce et la visibilité mondiale. La tension était palpable avant même la réception des premières analyses juridiques de mon équipe. Chacun savait que la collision entre les deux systèmes était inévitable, et elle s'est finalement produite plus rapidement et avec plus de violence que je ne l'avais imaginé. Dès le départ, l'entreprise de Meghan reposait sur un atout majeur: son titre. Non pas son nom de famille, ni ses réussites personnelles, mais le statut de duchesse de Sussex, un titre qui, qu'elle le reconnaisse ou non, était ancré dans la monarchie qu'elle avait publiquement renié. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est la manière dont son équipe a transformé ce titre en une marque mondiale. Dans les talk-shows, les podcasts, les documentaires, les collaborations, il est devenu de plus en plus évident que la valeur de son entreprise résidait non pas dans le contenu lui-même, mais dans le prestige royal qui entourait encore son nom. Et je me suis demandé combien de temps une institution peut-elle tolérer que ces symboles soient utilisés à des fins privées sans perdre en crédibilité. Lorsque mon équipe a eu les premières indications que les conseillers de Meghan envisageaient de déposer la marque Duchesse de Sussex, nous avons eu l'impression que le calme avant la tempête était enfin arrivé. C'était la preuve tangible que nos réformes étaient arrivées trop tard. Il ne s'agissait pas simplement d'un titre, mais d'une tentative de s'approprier une partie de la monarchie. Comment protéger un titre conféré au nom du peuple lorsqu'on cherche à le déposer comme marque? Le conflit n'était plus abstrait. Il était désormais clairement défini. Lorsque j'ai pris connaissance de ces informations, un mélange de frustration et de détermination m'a envahi. C'était précisément le scénario pour lequel nous avions conçu nos réformes. Le titre ne devait jamais devenir un actif, jamais un instrument de spéculation. C'était une fonction, une responsabilité, un rôle au sein d'une institution que nous devions protéger. La tentative de dépôt de marque est devenue la preuve douloureuse que l'ancienne structure avait laissé trop de latitude. Et même si cela paraissait presque surréaliste, je savais que le moment était presque symbolique. C'était l'épreuve ultime du système que nous étions en train de construire. Mes conseillers m'ont présenté des analyses détaillées des tentatives précédentes de particuliers, célébrités, politiciens, voire entreprises, pour enregistrer des conditions royales ou revendiquer une exclusivité commerciale. À chaque fois, la réponse du palais avait été la même, discrète, efficace et décisive. Pas de drame, pas de querelle publique. On mettait un terme à la procédure tout simplement. Et c'était précisément ce qui se reproduisait. Alors que l'équipe de Meghan rédigeait encore des documents et étudiait différents scénarios, la demande avait déjà été déclarée juridiquement et formellement impossible. Le système que j'avais contribué à créer était intouchable. Et d'une certaine manière, cela m'a procuré un étrange sentiment de sérénité. Non pas parce que je voulais gagner, mais parce que cela prouvait que la réforme était véritablement nécessaire.
Malgré la clarté juridique, la frénésie médiatique n'a cessé de croître, alimentée par les spéculations des analystes quant à l'impact sur l'image de Meghan. Que se passerait-il si elle n'était plus autorisée à utiliser librement son titre? Quelle part de sa valeur commerciale s'évaporerait? Avec la disparition du récit royal, je suivais l'actualité non par plaisir malicieux mais par devoir, car je savais que cela affecterait non seulement Meghan mais aussi Harry et que le public fait rarement la distinction entre choix personnel et nécessité institutionnelle. Je me demandais comment se sentirait-il désormais, en colère, déçu, blessé, à juste titre. Et pourtant, malgré ces interrogations, je savais que je n'avais pas le choix. Un roi, ou futur roi, ne peut se laisser influencer par des liens personnels lorsque l'institution est en jeu. Lorsque l'information a fuité, car il était évident qu'elle a fuité, j'ai constaté un tournant dans le débat. Il ne s'agissait plus de détails juridiques, mais de sens. Une personne ayant quitté volontairement la monarchie avait-elle encore droit à ses symboles ? Un titre était-il un souvenir ou un rôle? La couronne exerçait-elle encore un contrôle sur l'utilisation de ces symboles dans le monde moderne? Et c'est précisément là que j'ai commencé à percevoir le véritable intérêt de notre travail. Le débat est passé des individus aux principes. Il ne s'agissait plus d'opposer William contre Meghan, mais de poser une question plus large: comment une monarchie moderne doit-elle se protéger? L'équipe de Meghan, si j'en crois les rapports, avait prévu un plan de secours au cas où le système les bloquerait. Mais ils n'avaient pas anticipé qu'ils ne se battaient pas contre une personne mais contre une institution qui avait enfin défini ses limites. Ils avaient préparé les scénarios A, B et C. Nous avions les scénarios A à Z. Et ce que je n'ai cessé de répéter à mon équipe, c'est que la monarchie n'a pas besoin de gagner. La monarchie a simplement besoin de survivre. Ce qui m'a le plus marqué personnellement durant cette période, c'est l'élément humain qui ne disparaît jamais complètement, aussi rationnel soit-on. J'ai repensé à ces moments où Harry et moi courions dans les couloirs du Palais Enfant sans encore imaginer à quel point nos vies deviendraient complexes. J'ai imaginé ce que je ressentirais lorsque mes propres enfants m'interrogeraient plus tard sur cette période. Que leur dirais-je alors? Que j'étais dur avec un membre de la famille, ou que je protégeais la monarchie pour qu'elle puisse un jour jouer un rôle significatif et clairement défini? Et c'est précisément dans cette réflexion que j'ai trouvé ma réponse. Car un titre que n'importe qui peut revendiquer ne signifie rien. Une institution qui ne fixe pas de limites meurt. Une monarchie qui se laisse diriger par des étrangers perd son âme. Je n'agissais contre personne mais pour quelque chose. Pour la continuité, pour la stabilité, pour le sens. Et même si je savais que nous avions mis fin à un conflit que le monde entier avait suivi, je réalisais aussi que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, une renaissance de la monarchie telle que je l'imaginais claire, définie et préparée pour l'avenir. Lorsque la tempête médiatique autour de l'échec de la marque s'est enfin apaisée, le silence qui a suivi a largement compensé le tumulte précédent. Car maintenant que la confrontation était terminée, le véritable impact a commencé à se faire sentir. Non seulement pour Meghan qui devait soudainement gérer sa marque sans le soutien royal traditionnel, mais aussi pour moi, pour mon père et pour l'institution que nous protégeons tous deux. C'était comme si nous avions franchi une ligne symbolique, un point où modernité et tradition s'étaient heurté-frotté et qu'il avait fallu rééquilibrer. La série de décisions que nous avions prises n'avait pas pour but d'humilier qui que ce soit, mais d'apporter de la clarté. Pourtant, un sentiment persistant demeurait. Ce n'était que le début d'un long chemin que j'aurais à parcourir en tant que futur roi. Car une question continuait de me hanter: que signifie remodeler une monarchie sans en perdre l'âme? J'ai vu les médias s'emparer immédiatement de l'effondrement de la fondation de Meghan. Les analystes parlaient de la perte de ses valeurs fondamentales et de l'effondrement d'un empire patiemment bâti. Mais derrière ces gros titres, j'ai perçu tout autre chose, une conséquence douloureuse mais juste de choix devenus inévitables. Un titre n'est pas une possession. Ce n'est pas un symbole de statut social que l'on peut emporter avec soi en émigré. Et pourtant, c'est précisément ainsi que ces symboles ancestraux étaient de plus en plus utilisés. En fixant des limites, nous n'avions rien enlevé mais restauré. Un équilibre qui se fragilisait depuis des années. Pourtant, le côté humain de tout cela continuait de me tourmenter. Non seulement parce qu'Harry était impliqué, lui qui avait été mon meilleur ami, mais aussi parce que je réalisais qu'il pouvait avoir l'impression que je lui prenais quelque chose. Et même si ce n'était jamais mon intention, je devais accepter que diriger signifie parfois être perçu comme quelqu'un qui agit contre les autres, même lorsqu'on travaille pour une institution. Je me demandais s'il comprendrait un jour pourquoi ces mesures étaient nécessaires. S'il verrait un jour que mon choix n'était pas motivé par la rivalité ou l'envie, mais par une vision d'avenir qui dépassait notre histoire personnelle.
À mesure que le nouveau système s'installait, j'ai constaté un changement d'attitude également au sein du palais. Les conseillers, d'abord hésitants, ont commencé à comprendre que la clarté engendre la paix, que des rôles clairement définis préviennent les malentendus et qu'une monarchie moderne ne peut fonctionner sans une structure limpide. C'était comme si l'organisation engluée depuis des années dans la tradition et les accords tacites avait soudain compris que le monde n'attend plus ceux qui hésitent encore. L'avenir exige une direction, des limites claires et des fondements cohérents et compréhensibles, même pour un public qui confond souvent membres de la famille royale et influenceurs. Mon père et moi avons peu à peu retrouvé notre équilibre même si la dynamique avait changé. Alors qu'il recherchait avant tout l'harmonie, il a commencé à comprendre que sa douceur avait parfois semé la confusion, que l'amour de la famille ne devait pas justifier qu'une institution perde son cap. Mais il a aussi mis en lumière un point que j'avais peut-être oublié: on peut réformer un système sans devenir cynique, que l'humanité ne disparaît pas forcément lorsqu'on fixe des limites. Ce fut une leçon précieuse que j'ai gardée en mémoire en réfléchissant à l'avenir de la monarchie. Car aussi clair que soient les règles, une monarchie sans humanité est tout aussi vulnérable qu'une monarchie sans ordre. Dans les mois qui suivirent, l'impact de nos décisions devint de plus en plus évident. La presse internationale commença à considérer ces réformes comme un modèle possible pour une famille royale moderne. Si beaucoup nous jugeaient initialement trop stricts, un débat s'est alors instauré sur le pouvoir de la clarté dans un monde où tout semble à la dérive. La frontière entre célébrité et institution s'est estompée. Les définitions se sont précisées. Et pour la première fois depuis des années, nous avions le sentiment de reprendre le contrôle sur ce que devait signifier la royauté. Et puis il y a eu Meghan. Son image publique est restée forte car elle est indéniablement une personne influente, persévérante et jouissant d'une grande notoriété. Mais j'ai constaté un changement de dynamique. Son équipe a dû s'adapter à un monde où le titre que sa marque portait depuis des années n'était plus une composante automatique de sa fonction. Non pas que nous lui ayons retiré quoi que ce soit, mais parce que nous avions restitué un élément à sa juste place au sein d'une institution qui avait porté ce symbole pendant des siècles. L'ironie, c'est que tout cela ne concernait pas une seule femme, un seul titre, ni un seul conflit. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste, protéger un rôle qui ne devrait pas être défini par des individus mais par les valeurs d'une nation. Et au fil des mois, j'ai constaté que cette pensée m'apportait la paix. Non pas le triomphe ni le ressentiment, mais la paix. Car en fin de compte, si jamais je porte la couronne, je veux que mes enfants héritent d'une monarchie claire et stable. Non pas d'une monarchie qui s'effondre parce que le monde la déforme et la transforme en quelque chose qui n'est pas ce qu'elle était censée être. Cette réflexion m'a conduit à une conclusion simple mais essentielle. Une monarchie ne conserve sa pertinence que si elle sait quand évoluer et quand s'accrocher au statu quo. Trouver cet équilibre est peut-être le plus grand défi que j'aurai jamais à relever. Et parfois je me demande, les générations futures comprendront-elles la véritable lutte qui s'est déroulée ici? Comprendront-elles qu'il ne s'agissait pas d'un combat pour les médias, les titres ou l'orgueil, mais d'une lutte pour le sens, l'identité et la continuité? Pour l'instant, une chose est sûre, ce que nous avons établi ici n'est pas une fin, mais un commencement, un fondement sur lequel bâtir. Une structure prête pour le monde de demain. Et peut-être, qui sait, ce monde ne verra plus la monarchie comme un symbole nostalgique, mais comme une institution qui a retrouvé sa place non pas parce qu'elle a cherché à plaire à tout le monde, mais parce qu'elle a enfin osé choisir ce qu'elle